Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. La France n'est plus depuis très longtemps une monade atomisée, une petite planète voguant dans la galaxie. Non, non, non. Tout ce qui se passe dans le monde a un impact pour nous, et vous le savez très 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 bien, auditeurs résistants de Sud Radio, vous le savez. Et voilà, donc Recep Tayyip Erdogan vient d'être réélu. Il était au pouvoir depuis déjà 21 ans. Il vient de recueillir 52,1% des suffrages contre 47,9% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Voilà, donc les jeux sont faits. Il est réélu pour 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est déjà passé? Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour, vous êtes géopolitologue, vous avez écrit énormément de livres, et tous d'ailleurs passionnants, je le dis, parce que je le pense, et depuis le totalitarisme vert jusqu'à la mondialisation dangereuse, qui est paru chez l'Artilleur. Alors, Recep Tayyip Erdogan réélu pour 5 ans. Et on voit déjà, d'ailleurs, les réactions. Alors, il y a deux types de réactions, Alexandre Delval. D'abord, ceux qui disent oui mais ça va augmenter le côté frériste musulman, le côté islamiste radical, et puis quid des immigrés, et puis ceci et cela, et d'autres qui disent par rapport à je dirais au monde multipolaire qui se dessine, on voit que le premier à l'avoir félicité c'est Vladimir Poutine, on voit que se réjouissent plutôt ceux qui sont côté BRICS, côté Russie ou encore Chine, et puis un peu moins ceux qui sont côté États-Unis et peut-être Europe. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est schématisé? À votre avis, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va creuser encore, Alexandre Delval? Moi, je pense que c'est... Mais tout d'abord, merci, cher André. Non, je pense que c'est très bien résumé. Erdogan est tout de même un homme assez pragmatique. Il n'est pas que islamiste. Il a su, depuis qu'il y a un affrontement entre l'Occident moraliste, libéral, libertaire d'un côté, et le monde identitaire, nationaliste, multipolaire de l'autre, il a su se raccorder, se rattacher au wagon du nationalisme et du souverainisme et du multipolarisme. Pour être plus clair, il est passé de l'islamisme intégriste qui pouvait mettre même la Russie contre lui, il est passé à un national-islamisme ou un islamisme nationaliste et donc pragmatique qui s'entend très bien avec la Russie, la Chine, alors que la Chine persécute les musulmans. Donc il n'est plus le musulman islamiste qu'il était avant, c'est un musulman islamiste qui a fait un virage pan-turquiste et ultranationaliste pour pouvoir justement être bien vu par le monde multipolaire qui est fait de nationalisme. Ouais. Et là, il est très intelligent, il n'est pas qu'un islamiste. Ses grands alliés, que ce soit le troisième homme qui a fait voter pour lui, l'homme des 5%, Sinan Ogan, ou que ce soit son allié, le parti du MHP, son allié depuis 2017, il est allié à des ultranationalistes pan-turquistes et même racistes, à l'extrême droite la plus radicale turque, à côté de laquelle l'extrême droite européenne, c'est de la piste à fourrette, je peux vous assurer. Le MHP, qui est l'allié d'Erdogan, ce sont des gens qui ont une vision raciale, suprémaciste du peuple turc. Ils veulent 6 pays turcs dans un même ensemble un jour. Ils sont extrêmement racistes contre les Arméniens, les Kurdes, mais également les Syriens, d'où le tirage anti... Mais Alexandre, ce sont une minorité, ils sont une minorité quand même, ceux-là. Non. Non, en fait, on peut dire qu'ils sont la seconde force ou la troisième force, bien avant l'extrême gauche et même avant les Kurdes. Il y a une force qui est celle d'Erdogan, qui n'est plus assez forte aujourd'hui pour gagner depuis déjà 10 ans, et qui s'est alliée à une seconde force, une force ultranationaliste qui rassemble ses alliés au Parlement depuis des années, mais aussi d'autres nationalistes comme Ogan, qui pourtant était contre l'AKP, mais à choisir entre un Alevi libéral, pro-occidental, kémaliste, lié aux minorités kurdes et alévis, et Erdogan, Sinan Ogan, qui pourtant avait critiqué l'alliance de son ancien parti d'extrême droite. A choisi Erdogan. A choisi Erdogan parce que c'est le front identitaire nationaliste contre les minorités assimilées au poison occidental. D'accord. Alors Alexandre Delval, qu'est-ce que ça va donner, je dirais pas, quand je dis pour nous, qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va accentuer ou changer sur le plan géopolitique, je dirais,
sur deux plans principalement. D'abord à l'aune de ce qui se passe Russie-Ukraine et qui a très largement et depuis longtemps débordé les frontières. À l'aune de l'Europe, vous savez, toujours avec cette menace en disant, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, eh ben je lâche les immigrés, mes immigrés, et à l'aune également de l'OTAN, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN et qu'il y a eu des bruits comme quoi la Turquie peut-être prendrait ses distances. Qu'en est-il à votre avis ? Oui, alors la tendance qui consiste à prendre ses distances vis-à-vis de l'OTAN n'est pas que celle d'Erdogan, c'est celle de tous les patriotes et nationalistes turcs en général, et pas uniquement les identitaires religieux islamistes, mais aussi les nationalistes. Pourquoi ? Mais là, il faut le rappeler aux auditeurs, depuis la guerre de Bush en 2003 en Irak, la Turquie a vu le soutien à des Kurdes en Irak, ou plus tard, pendant les révolutions arabes, le soutien à des Turcs en Syrie, comme une acte existentiel. Et ça a provoqué en Turquie une sensation, un sentiment général, à tort ou à raison, que l'OTAN avait totalement trahi son allié en soutenant des indépendantistes kurdes, puisque pour les Turcs, quand on soutient des Kurdes en Syrie ou en Irak, c'est comme si on soutenait le PKK, le mouvement terroriste séparatiste en Turquie. Et depuis cette fracture qui est en fait liée à l'interventionnisme des néoconservateurs américains qui ont tout déstabilisé en voulant faire susciter un État kurde qu'ils ont essayé de faire vivre en Irak et plus tard en soutenant le séparatisme kurde de Syrie, la Turquie pense que l'OTAN est devenu un ennemi. Mais elle a compris que ce serait un trop gros cadeau offert à l'Occident que de quitter d'elle-même l'OTAN. Elle préfère de l'OTAN pour y avoir un pouvoir de nuisance. Vous savez, c'est le fameux « retenez-moi » de Marseille. Oui. Retenez-moi, sinon je fais un malheur, c'est ça. Sinon je fais un malheur. Et du coup, ça permet à Erdogan d'être à la fois avec la Russie, la Chine et les puissances qu'on appelle révisionnistes au sens des relations internationales, qui veulent changer l'ordre international, donc comment multipolariste, identitaire et anti-occidental, et en même temps, il a toujours un pied dans l'OTAN, et même qu'Israël, il s'est rapproché d'Israël récemment, ça veut dire qu'Erdogan est un fin joueur, il n'est pas aussi rude qu'il en a l'air. C'est un joueur d'échecs, c'est un joueur d'échecs. Contradictoire. Je comprends. Alors, vous voulez dire qu'au fond, c'est ce que vous avez dit au début, c'est très intéressant. Au fond, c'est un pragmatique. Il joue effectivement pour la Turquie, évidemment au service de ce qu'il considère comme l'intérêt turc par essence. Est-ce que quand même les velléités, parce qu'on en a beaucoup parlé, Alexandre, des velléités non pas, encore une fois, de ressusciter l'Empire ottoman, bien sûr, ça ne veut rien dire, mais de faire de la Turquie une puissance encore plus grande que celle qu'elle n'est aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le cœur du moteur Erdogan ? Ah oui, d'ailleurs, un de ses slogans, c'est « Le 21e siècle sera turc ». Tout est là. Mais là où il est doublement impérial, contrairement à Kemal Atatürk, Atatürk était contre l'impérialisme ethnique du pan-turquisme, qui veut réunir tous les pays turcs, et Atatürk était également contre l'impérialisme ottoman, qu'il avait aboli. Erdogan voulait rétablir l'Empire ottoman, donc un empire basé sur la religion, qui gagne beaucoup de terrain dans les pays arabes, on joue sur l'économie, les alliances, etc. Mais en se rapprochant avec les nationalistes pan-turcs, pour nos auditeurs, les pan-turcs, c'est ceux qui veulent un projet de réunir 6 pays turcophones, il a également fait un virage pan-turc, donc il est doublement impérialiste. Rétablir la Turquie dans ses anciennes possessions arabes, ça c'est le pan-islamisme ou le pan-turquisme, c'est le pan-ottomanisme ou le néo-ottomanisme. Mais attendez, pardon, Alexandre Delval. Et en même temps, continuer le travail des jeunes Turcs, vous savez, ceux qui avaient fait le génocide ottoman, le génocide des Arméniens. C'est-à-dire que la Turquie doit être le leader du monde turc. Mais est-ce que c'est au prix, c'est-à-dire qu'il y aurait il envisage éventuellement des conquêtes de territoire, donc des guerres? Absolument. Alors là, on peut le dire, on peut l'affirmer, c'est un débat permanent, mais à sa décharge, c'est ça qui est inquiétant pour l'Europe. Il n'y a pas que le parti d'Erdogan ou ses alliés d'extrême droite, mais même les kémalistes, qui avaient l'air d'être incarnés par un gentil grand-père qui a dit récemment qu'il allait retourner avec ses petits-enfants, vous savez, le candidat Kılıçdaroğlu, mais même le parti du gentil pro-occidental Kılıçdaroğlu, le parti d'Atatürk, le parti CHP, est pour la conquête d'îles grecques. Il est pour la conquête de Chypre et la conquête supplémentaire de territoires maritimes en Méditerranée. Ça veut dire que la Turquie est en conflit avec la Grèce et avec Chypre pour la Méditerranée, notamment le contrôle d'îles et de réserves de gaz offshore en Méditerranée orientale. La Turquie est également
La Turquie veut également un protectorat en Syrie, qu'elle bombarde régulièrement, ainsi qu'un protectorat en Irak, qu'elle bombarde régulièrement aussi. La Turquie aujourd'hui est un pays qui cherche à grignoter des territoires terrestres ou maritimes de 2 pays membres de l'Union européenne, donc la Grèce et de au moins 2 pays arabes, sans oublier le soutien à l'Azerbaïdjan qui veut terminer le génocide des Arméniens en liquidant. Mais dites-moi, Alexandre Delvoye, et 2 pays, vous avez payé des 2 pays européens, sont comme par hasard aussi membres de l'OTAN. Il ne faut pas l'oublier aussi, c'est intéressant. Alors, pas Chypre, parce que la Turquie a bloqué. La Turquie a mis un veto sur l'entrée de Chypre dans l'OTAN, mais là où vous avez raison, c'est que quand on est membre de l'Union européenne, c'est comme si on est membre de l'OTAN. C'est ça. L'organisation de défense de l'Union européenne. Et imaginez le casse-tête que représente la Turquie. Elle a 50 ogives nucléaires américaines sur la base d'Incirlik, mais en même temps, elle est devenue un ennemi de facto des intérêts des pays de l'OTAN. Et en plus, elle veut rentrer dans une organisation, l'Union européenne, alors qu'elle envahit un des membres de l'Union européenne à 37%. Elle occupe 37% de Chypre de manière illégale. Et en plus, elle veut annexer des îles grecques. On en parle tous les jours au Parlement turc, y compris les partis kémalistes. La Turquie rêve de rectifier les frontières maritimes qu'elle trouve injustes. C'est ce que vous venez de dire. 1923. Oui, c'est tout à fait. Non, mais c'est tout à fait passionnant parce que effectivement, Erdogan va continuer visiblement cette politique. Mais dites-moi, alors juste, Alexandre Delval, quand même, on sait que l'inflation, il y a une hyperinflation, appauvrissement de la population, taux d'inflation officiel était à plus de 40% sur un an après avoir dépassé, je le rappelle, 85% à l'automne. Je rappelle aussi que la livre turque a perdu plus de la moitié de sa valeur en 2 ans et atteint cette semaine 20 livres turcs pour $1. Est-ce que tout ça n'a pas du tout joué alors apparemment, ou très peu? Alors pour une raison très simple, Erdogan a apporté une multiplication par 8 de la prospérité et du niveau de vie des gens depuis qu'il est au pouvoir. Moi, quand je vais en Turquie, je parle avec des braves gens, des taxis, des etc. Et ils me disent, quoi qu'on pense de lui, on a la reconnaissance du ventre. Ceux qui ne sont pas des minorités, qui ne sont pas d'extrême gauche, qui ne sont pas alévis ou kurdes, globalement, le turc sunnite aime bien Erdogan, sauf ceux qui sont ultra-occidentalisés, que l'on trouve à Izmir, à Istanbul. Et n'oublions pas que dans les années 2003-2005, et même encore pire, en 2000-2001, pendant la crise, on pouvait payer un café 150 000 livres turcs. Donc, ils sont habitués, ils ont déjà eu une inflation bien plus importante qu'ils ont réussi à juguler. Et n'oublions pas que pendant ces élections, Erdogan a été très malin. On l'a vu distribuer des billets à des enfants. Oui, on a vu ça sur les réseaux, oui, partout. Et surtout, il a promis l'augmentation des pensions, l'augmentation du salaire minimum. Il a promis une politique de grands travaux pour faire partout des énormes constructions, ce qui a déjà réussi à la Turquie en termes de développement et de niveau de vie, même si un jour il y aura une bulle qui va éclater, peut-être, mais pour l'instant, cette politique de grands travaux, elle n'a pas encore démontré qu'elle était nuisible pour la Turquie, et les Turcs y ont cru, et surtout... Et continuent d'y croire. Il a promis une stabilité. Oui, alors juste dernière question, Alexandre Delval. Quid de la diaspora turque? On a vu un peu partout, à Berlin, bien sûr, en Allemagne, à Strasbourg et autres, des scènes de liesse hier soir, après l'annonce de la victoire d'Erdogan. La diaspora turque continue à jouer un rôle extrêmement important, et en tout cas qu'Erdogan encourage. Alors, Erdogan, selon le grand analyste Fatih Altayli, Erdogan a bénéficié de 2 votes en quelque sorte extérieurs. Extérieur de l'intérieur, c'est les Syriens naturalisés turcs. Bien qu'il ait fait une campagne parfois assez anti-immigrés, les Syriens naturalisés turcs ont voté pour lui. À peu près 1 million de Syriens sur 3 étaient naturalisés turcs. Et au niveau extérieur, la diaspora allemande, suédoise, belge, alsacienne, française, en gros les pays d'Europe de l'Ouest, est à entre 60 et 85% suivant les pays en faveur d'Erdogan. Mais vous savez, raison, le parti d'Erdogan, l'AKP, est une sorte de scission de la matrice de l'islamisme turc, qui est l'équivalent des frères musulmans, qu'on appelle le Millî Görüş. Et le Millî Görüş, qui était interdit pendant des années, a été fondé par le père spirituel d'Erdogan en Allemagne. C'est à partir de l'Allemagne, paradoxe incroyable de nos démocraties suicidaires, c'est à partir du refuge de militants islamistes turcs interdits en Turquie jadis,
qu'à partir de l'Allemagne et aussi de l'Alsace, de la Belgique, la diaspora turque a créé le mouvement islamiste Millî Görüş, qui est devenu ensuite la matrice d'Erdogan, du parti et des différents partis islamistes. Ouais. Et c'est comme les musulmans qui, chassés en Égypte dans les années 50, 60, 70 Par Abdel Nasser, par Nasser, trouvèrent refuge également en Allemagne et en Suisse. Donc c'est absolument incroyable. L'islamisme turc, qui a aujourd'hui fait une sorte de révolution d'Atatürk à l'envers, parce que Erdogan veut devenir le nouvel Atatürk à l'envers, c'est-à-dire qu'il va défaire tout ce qu'a fait Atatürk en termes de laïcité. Eh bien aujourd'hui, il doit en partie son succès au fait que l'Europe a toujours appuyé l'islamisme turc. C'est le grand talent de l'Europe de savoir choisir ses amis et ses ennemis, comme chacun sait. Merci Alexandre Delval, merci pour ces éclaircissements. Alors,